un balado Radio-Canada audio. Ouin, O-U-A-N-R. Ouin. Ouin, c'est ça pareil. A-N-R? Ben, c'est comme ça que je l'écris. Mais c'est ouin. OK. N'empêche, Quelle épopée. quelle épopée! Ben oui, c'en est une épopée. Et c'est fini. Et on va évidemment y revenir. On va surtout parler de l'entre-saison, mais juste prendre 2 secondes pour faire ouf! et dire que vous autres, c'est pas fini. Vous vous en allez? Oui. C'est quoi cette histoire? Vous allez où? Mais là, avant de partir, on va terminer avec toi. Là. Oui, non, je sais, mais Laissera pas en je sais que plan. vous êtes là. On s'en va pas là. Je là. le sais, vous êtes là, mais vous en Salut, allez Alex. quand? OK, bye. Arrange-toi avec ça. Vous vous en allez quand? Le dimanche 18 juillet. Au dans Japon. dans le même vol. Dans le même Boeing. Peut-être même. Bleu de mer. Bleu de mer, oui. Ça, c'est quand on va revenir, je pense. Oui. Mais oui, Japon. Tokyo. Jeux olympiques. Jeux olympiques. Tokyo. Il y en aura contre vents et marées. Qu'est-ce que tu fais? Sans spectateurs. Ouais, mais ça, aucun. regarde. Ça, c'est nouveau, là, parce qu'on pensait qu'il allait en avoir des Japonais. Ouais. Tu savais que les étrangers ne seraient pas là, mais Ouais. là, il n'y en aura pas du tout. Zéro. Zéro. Qu'est-ce que tu vas faire? Le volleyball Arrête donc. de plage Oh! et en salle. Ah, les deux. Oui, puis je suis assez excité, honnêtement. Je suis bien content de couvrir ça. Moi, j'ai le plus beau mandat au monde aux Jeux d'été. Il fait ce qu'il veut, Martin. C'est Je fais ce que je veux. Il fait toujours ce qu'il Mon veut. mandat, c'est d'aller voir ce que je veux et d'écrire une chronique à la fin de la journée. Alors, je me promène toute la journée. J'essaie d'aller voir 2 ou 3 compétitions par jour parce que les déplacements sont fastidieux. Ça va être compliqué, ben oui. Alors, c'est ça. Mais je vois une variété de sports. Puis j'ai placé... J'avais placé des trucs sur ma liste de choses à voir. Tu sais, je me disais aller voir la finale de tennis de table. J'ai été à Athènes, j'avais été voir le tennis de table. Là, ça m'avait vraiment impressionné de voir un match de tennis de table avec 5000 spectateurs autour de la table qui sont fascinés. Avec la Puis balle c'est un sport C'est cœur, hein? Ah ouais. J'adore ça. extraordinaire, mais... Ça, c'est le ping-pong, ça. Exact. OK. Mais tu sais, même au jeu, peu importe le sport que tu vas voir, c'est fascinant. Là. Même une compétition de tir à l'arc ou quoi que ce soit, tu vois la pression monter de ronde en ronde. Là, t'es généreux quand même. Alors, tu sais, à l'arc, non, là. ben, écoute, j'étais dans le stade d'Athènes, le stade de 1896, des Jeux de 1896, puis je regardais la compétition de tir à l'arc, puis je me disais, waouh! Tu devais pas être vieux en 1880. T'étais là? Non? C'est pas ça que t'as Fait que dit. toi, ça va être t'as plus d'Olympiades que Richard Garneau. Non. Ce sera mes 54e. OK, vous voulez cabotiner ou je m'en vais? Je m'en vais tout de suite à Tokyo. Alors, tout ça pour dire que on va clore notre saison aujourd'hui parce que justement, là, l'affectation de Alex, ça n'a pas l'air si costaud, mais Comment c'est Martin pas va être costaud? occupé. Je vais être là tous les jours. Martin va être occupé. Moi aussi, d'ailleurs, Et parce je qu'avec... vais le croiser au volleyball parce que j'aime bien... Ouais, ben c'est Ouais, ça. ben, Si tu passes plus que 2 journées au volleyball, on va comprendre que c'était pas juste pour le travail. Non, mais sportivement parlant, les deux duos féminins qui nous représentent, on n'a pas en volleyball de plage, puisqu'il n'y en a pas chez les hommes, mais il y a une paire Tu qui est risques d'être occupé, ouais. champion du C'est monde. vrai. Championne du Champion monde. du monde. Et l'autre est classé 6e ou 7e au monde, je pense. Et puis les gars avaient fait un fabuleux parcours en salle. Ok, t'exagères un peu. Là. C'était Ça nous arrêté en intéresse quart de finale. pas Non, tant mais que ça. c'est super intéressant pour eux. C'est le fun. Alors, L'équipe masculine est incroyable. ça pour dire Tellement que volé. sportivement, Martin a des Il y raisons. a des ouais, c'est de- ça, pas juste de pour aller voir venir me voir. son body. Puis faire Son de la bon zone body. mixte, là, c'est pas reposant. Alors, mon horaire sera pas Alors, facile. les gars ok? seront très occupés. Puis moi, j'ai l'air d'un gars qui travaille pas, là, mais on va être occupé avec Jacques-Alexis Bernardin. On va produire un balado quotidien et qui va s'appeler Faites pas le saut. Tellement olympique. Hi là là. Hein? Avouez Qui que a pensé à ça? on a de la suite dans les idées. Tout le monde copie sur nous. Oui, bien, vous avez vu, il y a une pub à Montréal. Hein, et c'est comme tellement, c'est comme le tag d'une pub montréalaise. Ils font toutes sortes. Vous n'avez pas vu ça sur Non, les. j'ai pas Vous vu. prenez pas l'autobus, vous autres, vous êtes au-dessus de ça. Mais il y a une campagne dans les transports en commun. Mais oui, on est cohérent. Et donc, tous les jours, on vous accompagnera en balado avec tous les collègues. On va d'ailleurs vous parler probablement quand il sera question de volleyball et ou de la vie fabuleuse de Martin. Donc, Mais tu vas décrire en plus, toi. T'es un homme moi, très moi, occupé. c'est ça. J'ai l'air d'un bon à rien. Tu mais décris quoi, donc? C'est juste une impression. Le slalom en canoë-kayak. Ah oui, OK. Ce que tu avais fait à Rio également. Oui, exactement. Donc, c'est à suivre. Tokyo dans 2 semaines. Et aujourd'hui, ben, on emballe notre saison déjà. Mais c'est pas grave, on nous a dit qu'on était de retour en septembre. De toute façon, on serait revenu de toute façon, peu importe ce qu'on nous aurait dit. Alors, on emballe aujourd'hui avec au menu le bizarre de bilan du Canadien.
Qui restera, qui partira? Et on emballe notre 3e saison. C'est tellement hockey, épisode 142. J'ai nommé M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Comment vas-tu? Très bien, vous-même? Très bien. Et là, mon mandat parfait, il est notre chroniqueur principal au service des sports de Radio-Canada. M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Salut, je suis content de vous retrouver, même si c'est la dernière fois. Je pensais que tu allais dire, même si vous avez un humour douteux. Oui, c'est la dernière en 2 mois, à peu près, là. Oui, on sera de retour. On a préparé des petites entrevues là, qui devraient réapparaître sur vos machines quelque part à la fin août. Et nous, on se donne rendez-vous fin septembre, là, une semaine ou 2 avant le début des camps d'entraînement. Et je m'appelle Alexandre Coupal. Les attentes de l'extérieur n'étaient pas élevées. Là. D'autres, on avait des plus grandes attentes que ça. Puis c'est ici qu'on voulait être. Probablement que si on avait parlé avant les séries, on serait fait traiter d'idiots. Mais on s'est rendu ici. On aurait aimé gagner 3 victoires de plus. C'est difficile à prendre. C'est si proche. Dans un match si serré ce soir. Ben, tu sais, ça fait partie de grandir comme équipe. Et une chose est certaine, c'est qu'on a grandi comme équipe. Dominique Ducharme, après la défaite dans le 5e match contre le Lightning de Tampa Bay, qui soulevait sa 2e Coupe Stanley en 2 saisons. Le Canadien qui a perdu, donc a failli à la tâche. Comment ça? On commence comme ça. Comment ça? Bien, parce que le Lightning de Tampa Bay, c'est une meilleure formation que le Canadien. C'est la meilleure équipe dans la Ligue depuis au moins 2 ans, probablement 3, là, même si, pour toutes sortes de raisons, ils s'étaient écroulés contre les Jackets en 2019. C'est une équipe qui n'a pas vraiment de faille, qui est bien coachée, dont les joueurs sont bien développés dans les rangs mineurs. On l'a vu avec Mathieu Joseph qui a sauté en plein milieu de la série, puis qui a obtenu 2 mentions d'aide, mais 2 jeux critiques très importants. Il avait presque pas joué en série, il n'a pas eu l'impression d'avoir manqué d'action du tout. Même chose pour Colton, qui a marqué le but gagnant. À chaque année, il y a des joueurs qui semblent prêts, qui sortent de Syracuse. C'est particulièrement important parce qu'évidemment, le Lightning est vraiment à côté, là, sous le plafond salarial. En plus, il y a des vedettes. Ils ne sont pas à côté, ils sont... Ils le défoncent. Ils sont largement au-dessus. Oui, c'est ça. C'est bien vrai. Mais bon, Julien Brisebois a su gérer et manœuvrer dans les limites de la convention collective. Écoute, ses meilleurs joueurs étaient blessés. Qu'est-ce que tu veux Non, puis il y a beaucoup de gens qui se sont insurgés contre ça. Ah, il était à 15 millions au-dessus du plafond et tout. Bon, oui, c'est vrai, mais il a joué avec les règles du jeu. Puis ici, la Ligue nationale, il est arrivé la même chose avec les Blackhawks en 2015. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Patrick Kane était... magiquement revenu de blessures au tout début des séries. Finalement, les Hawks ont gagné la Coupe Stanley aussi, leur 3e en 6 ans. Et puis, à ce moment-là, si la Ligue avait voulu intervenir pour essayer de... ce qu'on appelle un loophole, là, une faille, une lacune dans le contrat de travail. S'il avait voulu intervenir, la Ligue avait voulu intervenir, elle aurait pu le faire à ce moment-là. Donc, ils récoltent un peu ce qu'ils ont semé. Alors moi, j'ai pas de problème avec le fait que mais Lightning... ils ont joué toute leur saison sans leur meilleur attaquant. Je veux bien croire là, qu'ils en ont des tonnes, des bons attaquants, ça, mais c'est ça qui est pour arrivé. dire que, bon, exact, c'est ça qui est arrivé. Et puis, bon, ils ont tout, là, pas besoin de d'énumérer en détail, mais ils ont vraiment tout. Alors, le Canadien s'est incliné devant plus fort que lui, tout simplement. Cette série finale a montré à quel point il faut être complet, à quel point il faut avoir du talent, de la profondeur pour remporter la Coupe Stanley. Et le Canadien, on s'entend, là, ça a été une randonnée extraordinaire. Beaucoup de gens... Moi, j'ai été surpris dans les bilans de fin de saison des joueurs de voir à quel point ils y croyaient, à quel point ça faisait encore mal, même 48 heures après l'élimination. Ah ouais? Ils ont eu un parcours phénoménal, mais il me semble qu'avec un peu de recul, il faut que tu sois capable d'évaluer aussi. On a eu une randonnée fantastique pour ce qu'on avait. Là. Mais je ne dis pas que le Canadien avait une mauvaise équipe. Avant même le début de la saison, je disais que sur papier, c'est une équipe qui pouvait aspirer à aller dans le carré d'as, mais ça tenait compte de la situation particulière de la division, du format de la saison, etc. Mais
je comprends que pour les plus vieux joueurs chez les Canadiens, c'était difficile de se dire on s'est rendu en finale et on a échoué, mais il y avait un monde de différence entre les deux équipes. Non, mais OK, parce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a eu intervention divine là, à quelques moments. Oui. Mais est-ce que tu dis que c'est sûr que ça pèse plus lourd que la normale ou que ça a joué la bourde de Fleury, les absences de Tavares, Scheifele pour des raisons différentes? Est-ce que tout ça, ça pèse plus lourd qu'en temps normal, entre guillemets? Non, c'est pas ça que je dis. Pour te rendre en finale de la Coupe Stanley, peu importe l'équipe que tu as, ça prend des moments favorables. Oui, ça prend des coups de pouce de l'aide du destin. Il faut être bon, il faut être chanceux pour aller en finale de la Coupe Stanley. Tout ce que je dis, c'est que le format de la saison on a fait en sorte que sortir d'une division de 7 équipes pour te rendre dans le carré d'as, c'est pas la même chose que sortir d'une division ou d'une conférence où il y a 16 équipes et que c'est à la vie, à la mort juste pour faire les séries éliminatoires. Là, probablement que dans le format normal, parce que moi, ce que je dis, c'est quand j'ai fait mes prédictions, mon analyse de début de saison, j'ai tenu compte de ça. Et si on avait eu une saison normale, le Canadien aurait entrepris ses séries contre le Lightning, ça serait probablement pas, ou contre les Hurricanes de Caroline. Ou il ne serait pas qualifié, je pense, parce que les Rangers passaient d'un meilleur résultat qu'eux. Avec 42 % de victoire, il serait exclu. Il aurait été exclu. Alors, c'est un format qui a ouvert la porte, mais ils se sont battus à la vie, à la mort. Ils ont eu un parcours extraordinaire, mais on le voyait juste en comparant les brigades défensives. Il y avait des trous chez les Canadiens dans cette. Ça a fait, à un moment donné, la finale a fait ressortir les failles qu'on avait réussi à colmater ou à faire disparaître. Il y avait un seul trio qui était en mesure de menacer. Pendant presque toute la finale, il y avait il n'y a que le trio de Suzuki qui menaçait, honnêtement. Ouais. Est-ce que, on n'a pas tant insisté là-dessus, mais moi, à un moment donné, surtout dans le match numéro 5, je me disais, ils ont comme plus de gaz. Ils ont tout donné, ils ont essayé, ça s'est joué un peu, ce match-là. Aussi, pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer, à un moment donné, ils sont arrivés. Puis la saison avait été difficile, on l'a souvent dit. À un moment donné, le réservoir est vide. Il y a clairement un peu de ça aussi. Jeff Petrie qui n'était plus capable de prendre un lancer, qui l'a expliqué, qui en a presque braillé quand ils ont placé les autres de ses doigts, puis après ça... C'est évanoui, puis après ça, le gars va jouer au hockey une semaine plus tard, je veux dire. C'est pas assez bon. Gallagher... Combien de buts, Petrie? C'est pas assez bon. Gallagher, Toffoli, blessé à l'aine. C'est pas étonnant, on le savait qu'il manquait de gaz eux aussi, alors... Oui, en bout de course, tout le monde blessé, tout le monde fatigué, plus personne pour les remplacer, puis essayer de leur permettre de récupérer. Saison difficile, on en a parlé souvent, etc. Tout ça s'est accumulé, puis équipe trop forte devant eux. Oui, ça c'est consensuel. Mais là, il ne faut pas s'en faire, là, parce que l'an prochain, ils retournent direct en finale. Oui, évidemment, comme la plupart. Non, mais c'est ça. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, mais plus sérieusement, est-ce que... Le Canadien pourrait très bien manquer les séries éliminatoires l'année prochaine. C'est ça? Oui. C'est ce que tu penses? J'ai pas dit que c'est ça qui va arriver. Mais c'est très possible. Ça s'est vu pas plus tard que l'an passé. Ça s'est vu souvent dans les dernières années, en fait. Ouais. Mais est-ce que c'est ça qui nous... Je suis sérieux, là. Est-ce qu'il y a beaucoup de chance? Est-ce que c'est ça qui nous attend? C'est dur à dire. On n'a pas vu... Les équipes vont changer beaucoup, là. Il va y avoir beaucoup de transformations, repêchage d'expansion, les transferts de joueurs, les joueurs autonomes, etc. Donc, c'est difficile de se prononcer, mais on sait d'emblée que la division du Canadien va être plus forte. Sera très, très forte, très compétitive, puis... La conférence dans l'ensemble va être elle est devenue plus forte que ce qu'elle était quand le Canadien l'a quitté en 2019-2020. Et qui ne participait pas aux séries. Il ne participait pas aux séries à ce moment-là. On peut penser que le Canadien est plus fort aussi, là. Oui. Mais le Lightning, les Bruins qui semblent avoir 9 vies puis qui sont toujours là. Les Panthers se sont améliorés considérablement. Les Leafs vont encore être bons en saison, c'est sûr, on le sait. Les Sénateurs risque de venir jouer les troubles-fêtes un peu. Surtout avec l'acquisition de ce matin. Avec Pierre Maguire. Ah oui, oui, c'est majeur. Je cherchais dans ma tête. Une petite veine. Oui. Non, mais je sais là. Quelle acquisition de ce matin? Ben oui. Ça, là, aïe. Pierre Maguire. Aïe. Non, mais on l'a dit, c'était pas dans le dernier droit de la saison régulière. Les Sénateurs étaient... À partir du début du mois de février... C'était pas une équipe de fond de classement. La saison a commencé le 13 janvier de mémoire. Et à partir du 1er février, les Sénateurs ont maintenu un meilleur dossier que le Canadien.
Donc, ça s'est joué à peu. Là. C'est vraiment les 10 premiers matchs de la saison qui ont sauvé le CH. Et les Sénateurs sont en pleine ascension. Alors, je ne dis pas qu'eux vont se qualifier, mais ça ne sera pas de la tarte. Alors, peu importe l'équipe, ce sera compliqué. Bon, ben on va entrer dans le vif du sujet. Je suis convaincu que Thomas veut voir ailleurs. Puis on a deux joueurs. On a d'autres joueurs aussi qu'on voudrait ramener ici à Montréal. Alors, avec la masse salariale qui ne monte pas, en plus, nous avons un surplus, un over de cette année à cause des bonnies, qu'on va avoir moins de masse salariale que prévu. Alors, il faut être vraiment prudent. Déjà que ça s'annonçait difficile avec cette limite qui n'augmente pas, cette limite de dépenser qui n'augmentera pas non seulement pour la saison prochaine, mais on ne sait pas jusque quand. Avec ce que Bergevin vient de dire, il y a des provisions pour des bonnies qui seront reportées à l'année prochaine, à la saison qui vient. Il y a déjà les nouveaux contrats de Brendan Gallagher et Jeff Petrie aussi qui vont aller gruger davantage d'argent sur cette masse salariale. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce ne sera pas évident. De garder l'équipe qui a joué la finale, c'est envisageable. Mais il reste personne d'autre. Là. Il parlait de Thomas Tatar en ouverture. Tu sais, Thomas Tatar, c'est malheureusement déjà réglé. Oui, c'est mathématiquement pas possible de se rendre jusque-là. Là. Oui, et avant le début de la saison, on savait que Thomas Tatar avait une cible dans le dos. C'était figuré parmi le petit groupe de joueurs qui étaient susceptibles de ne pas revenir à la fin de la saison. Je suis encore perplexe par rapport à la façon dont ça s'est terminé dans son cas. Tyler Toffoli était diminué, était blessé à l'aine, était plus capable d'avancer. Il était moins 6, je pense, après les 4 premiers matchs de la finale. Ça n'allait vraiment pas et on a préféré continuer à faire jouer Tyler Toffoli, diminuer, plutôt qu'insérer Thomas Tatar en pleine capacité, ses moyens reposés avec son talent offensif. Tu regardes ça et tu te dis, écoute, les entraîneurs avaient complètement perdu confiance, ils l'avaient complètement En même temps, qu'est-ce que Tatar avait accompli là, dans les saisons précédentes? Là? Non, mais pour vrai, à part être le meilleur marqueur, meilleur pointeur des 3 dernières années. Ça fait partie d'un des meilleurs trios là, de la Ligue. C'est ça qui est particulier. Il a fait partie il avait fait partie depuis son arrivée chez le Canadien d'un des trios les plus efficaces de la Ligue à 5 contre 5. C'était pas un gars que tu envoyais sur la patinoire et tu disais, mon Dieu, on est en difficulté défensive. Pas irresponsable. C'est ça. Ouais. C'est un joueur avec du métier. Tout ça, il a été complètement écarté. On a préféré y aller avec des gars qui étaient blessés mur à mur plutôt que le faire jouer. Alors, je comprends qu'il ne se soit pas présenté à son point de presse. C'est vrai, ben oui, c'est important de le mentionner. C'était le seul. Final, il devait y avoir une grande frustration. J'ai une incompréhension. Et lui, si je peux me permettre une parenthèse, dont le comportement a semblé absolument irréprochable. Moi, j'étais tellement surpris de le voir célébrer quand ils ont gagné ça veut dire le Clarence Campbell, parce que c'est la première fois qu'il gagnait, étant donné que c'est le championnat de l'Ouest. Mm-hmm. Mais je me disais, mon Dieu, quelle bonne attitude. Puis même Bergevin en a parlé, comme quoi ça avait été une influence positive, mais visiblement, c'est ça. Rendu au bilan, Tatar en avait assez. C'est ça. On avait vu des signes avant-coureurs en début de calendrier régulier, là, quand on avait commencé à le placer dans les gradins occasionnellement, quand l'équipe s'était mise à moins bien aller, puis c'était étonnant de dire, voyons, c'est Tatar qui paye, c'est vrai. Qui paye. Ouais. C'est quand même, il y avait quand même un bagage derrière lui qui annonçait pas ça. Alors, donc c'est ça, pour le bilan de fin de saison, pour la situation de Marc Bergevin, c'était déjà prévu, je pense, c'était déjà dans les cartons de l'organisation de revenir avec plusieurs jeunes la saison prochaine, parce que les circonstances vont dicter ça. Et quand on insère plusieurs jeunes, ben là, ça soulève des points d'interrogation, ça génère des problèmes d'inconstance. Habituellement, il y a un apprentissage qui doit être fait. Alors, on verra ce que ça donnera. Le joueur le plus important, le joueur sans contrat le plus important, on vient de parler de Tatar, mais évidemment que c'est Philippe Danault. Est-ce que, à la lumière de ce qui s'est dit au bilan, mais à la lumière de cette saison, souvenez-vous, au début de la saison, il y avait cette rumeur qu'il y avait un contrat qui avait été offert, que le clan Danault aurait, j'utilise l'ultra conditionnel. Non, mais un nouveau temps de verbe. Un peu confirmé. Oui, je sais, mais les chiffres et tout, là, on n'est pas dans le fin détail. Et là, bon, une saison plus tard, une finale de la Coupe Stanley pour Danault, plus tard, où il a joué assurément un rôle de premier plan. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que la valeur de Danault est supérieure? Est-ce que c'est plus compliqué pour le Canadien de le signer? Supérieure à ce qu'elle était à l'automne dernier, disons.
Écoute, elle est dans le contexte, en plus, où le plafond n'augmente pas, la limite n'augmente pas. Ouais. Lui semble penser que oui. Moi, je suis pas certain que sa valeur est supérieure. Je veux dire, ce qu'on a vu de Philippe Danault, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. Il a été excellent, il a rempli les attentes, mais c'est ce que le Canadien croyait et à la limite savait avoir entre les mains, c'est-à-dire un excellent centre défensif avec des limitations offensives, mais capable vraiment d'éteindre les meilleurs trios adverses. C'est ce qu'il a fait. Sans Danault, il n'y a pas de finale de la Coupe Stanley non plus, je pense. Cela dit, dans le contexte actuel, est-ce que sa valeur est plus grande? Je ne sais pas, parce que le talent qui se paie le plus cher dans la Ligue, c'est celui de marqueur de but. Et Philippe n'en marque pas beaucoup. Il y a plein d'autres qualités. Là. Puis Eric Stahl l'a dit, là, vous gagnez la Coupe Stanley avec des joueurs comme Philippe Danault. Il a vraiment fait un vote de confiance magnifique là, qu'il va mettre dans son dossier avant la négociation. Philippe, c'est certain. Alors, il y a une grande valeur, mais je vois mal comment on peut lui donner 6 millions et demi, par exemple, pour un gars qui marque environ 10-12 buts par année, qui en a marqué un en séries éliminatoires. C'est pas son rôle, mais jusqu'à un certain point. Non, mais c'est ça qui est ça. Là. C'est aussi la réalité, tu sais. Puis lui disait, ça a confirmé ce que je savais de moi, ces séries éliminatoires-là. Oui, j'avais eu peur, effectivement, avec l'émergence de Kotkaniemi et tout ça, qui me prennent plus de minutes et tout. Son temps de glace a diminué durant la saison, mais pas en série du tout. Mais ça demeure que c'était un centre résolument défensif là, qu'on employait dans toutes les missions défensives. C'est de loin le gars qui a obtenu le plus de mises au jeu dans sa zone, dans toutes les séries éliminatoires. Alors, moi aussi, ça m'a confirmé son rôle. C'est juste que j'ai l'impression qu'on n'a pas la même confirmation du même rôle. Je vois mal comment il pourrait s'attendre à gagner un 6, par exemple, alors que puis on peut en parler, là, mais il y a des contrats comparables, à la limite, qui sont sortis récemment. Ryan Nugent-Hopkins, qui a signé 41 millions, qui a obtenu 41 millions de dollars pour 8 ans avec les Oilers. Yoel Erikssonek, 42 millions pour 8 ans. C'est quoi la moyenne annuelle? Parce que c'est plus... 5,125. Yoel Erikssonek est à 5,25, lui, pour 8 ans aussi. Plus jeune un peu. Et ces gars-là ont plus d'aptitude offensive. Mais c'est pas la brute, ce sont pas les... peut-être... Erikssonek est peut-être plus dans le modèle de Danault. C'est le nouveau... Nugent-Hopkins ramasse beaucoup de points en supériorité numérique. Danault, c'est la nouvelle terreur défensive chez les attaquants. Là. Je veux dire, quand Mark Scheifele dit « Je m'attendais à ce que ce soit Danault qui m'arrête. » Non, mais Nathan McKinnon l'avait dit avant le début de la saison dans un podcast. Il dit « C'est le gars que j'aime le moins affronter dans la Ligue nationale. » C'est le gars que j'aime le moins. C'est pas... Je l'ai. C'est pas une découverte pour personne. Là. Du moins, pas pour ceux qui suivent ça de près. Là. Erikssonek est un plus grand comparable parce qu'il a aussi un rôle de jouer tout le temps contre les meilleures unités adverses et tout, mais a marqué 19 buts là, cette année en une cinquantaine de parties. Il ne faut pas que la moitié des directeurs généraux soient prêts à te donner 6 millions pour t'avoir, ça en prend un seul. Et l'évaluation de Danault, on a beaucoup parlé il y a quelques semaines. Ryan Nugent-Hopkins qui a signé pour 5,125 millions pour 8 ans à Edmonton. Tu regardes son bilan défensif dans les 3 dernières saisons. Il est moins 16, Nugent-Hopkins. Il obtient la moitié de ses points en avantage numérique. Tu regardes Danault a eu peut-être 25-30 points de plus que RNH à 5 contre 5. Il est plus 44. On le compare à Pajot aussi beaucoup, Danault, mais tu regardes la production offensive, Danault n'a pas à rougir, peut-être moins de buts. Il marque beaucoup moins. Il y a moins de buts, mais en termes de points, et tous les... Moi, ce qui fait... Je trouve qu'il y a Danault, il y a une valeur qui est intéressante, c'est que tous les ailiers offensifs qui ont joué avec lui ont produit. Alors lui, en tant que tel, produit peut-être pas tant que ça, mais Pacioretty marchait quand il jouait avec lui. Gallagher marquait 30 buts en jouant avec lui. Tatar a fonctionné aussi. Alors, en séries éliminatoires, il a joué avec Lekonen, avec Gallagher qui était magané, on l'a placé d'emblée sur un trio défensif. Alors, il y a une valeur, je pense, et il est estimé, il y a le respect de ses pairs dans la Ligue. Alors, si le Canadien maintient son offre de 6 ans, 5 millions par année, je pense qu'il va
probablement aller chercher une année de plus ailleurs, si c'est le prix, si on reste au même prix. Ouais. Et probablement qu'il va aller chercher plus que 5 millions ailleurs aussi. Alors, on verra ce que ça donnera, mais comme je l'ai dit, ça prend 1 sur 32. Un directeur général sur 32. Le Canadien ne peut pas se permettre de le perdre non plus. Je crois qu'on a vu des négociations dans le passé qui ont achoppé pour une différence de 500 000 $. Ouais. Mais si Danault dit non, je voudrais 5,5 $, j'espère que le Canadien va être en mesure de mettre un peu de l'eau dans son vin. Il me semble que je serais tellement à l'aise d'aller jusqu'à 8 ans. Oui, ben c'est ça. En fait, je comprends pas ça. Il me semble que c'est le bout facile. Je suis d'accord avec toi. Dans le contexte pandémique, il y a bien des joueurs qui ont volontairement décidé d'accepter peut-être un petit peu moins d'argent annuellement, mais qui ont ou l'inverse. Plus de sécurité. C'est ça. Qui ont compensé avec de la sécurité financière, avec plus d'années. Ou tu te dis, je vais prendre un petit contrat en espérant que dans 2 ans, la manne reprenne. Ouais, ça, c'est dépendamment l'autre d'où est-ce que version. tu es dans ta carrière, de tes aptitudes, mais... Je pense que Danault arrive au moment de sa carrière où c'est le moment d'encaisser. Alors lui, il ne se dit pas, je vais prendre 1 ou 2 ans, puis je vais en marquer 25, puis ils vont être obligés de me donner 7,5 après. Là, non, je suis d'accord, mais je veux juste parler de manière générale. Tu as raison. Je parle pas de Danault. Effectivement, alors pourquoi pas aller à 7 ou 8 dans son cas, puis faire valoir cette sécurité financière-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un exemple avec le Lightning de Tampa Bay. C'est une équipe qui a été construite, qui est devenue championne, mais qui a été construite entre autres, sur le fait que certains joueurs clés ont accepté d'en prendre peut-être un petit peu moins parce qu'ils aiment leur vie là-bas. C'est agréable. Les gogoons, les Bermudas. Exactement. Mais les taxes aussi, il faut se le dire. La situation fiscale fait en sorte que le Lightning dit voici ce que tu toucherais à New York, voici ce que tu toucherais à Tampa. Exact. Clairement avantagé. C'est ça. Clairement avantagé. Ils le font. Mais il y a des. Oui, ils le font, puis comme Dallas le fait, puis bon. Et puis, tout le monde utilise les arguments qu'ils ont, mais il y a déjà des fiscalistes qui expliquaient que même pour les joueurs canadiens, il y a des façons là, de le faire. On ne le recommande pas à personne, mais je veux dire, il y a des façons d'en sauver un maximum. Là. Des façons légales. Oui, il n'y a rien d'illégal là-dedans, mais des façons tout à fait légales, mais de sauver le plus d'impôts possible. Alors, c'est faisable aussi jusqu'à une certaine mesure pour le Canadien. Et je comprends qu'à Toronto, ils n'ont pas voulu faire ça. Là, quand Brendan Shannon a fait son prêche de là, les petits gars, il faudrait que vous en preniez moins. Les petits gars, ils ont dit non, Brendan, oublie ça, mon grand. Il n'en est pas question. On a vu ta voiture. Non. Mais, ils ont dit que ça pourrait menacer notre séquence perdante si on faisait ça. Exactement. C'est vitriolique. Mais bref, le Lightning a ses atouts, puis joue là-dessus. Ouais. Sauf qu'en même temps, c'est comme ça qu'ils ont construit leur équipe gagnante. Pour dire que n'importe quel sport qui a un plafond salarial, là, je veux dire, si tu veux aller chercher absolument ton 250 ou ton 500 000 de plus, puis que en bout de course, ça peut faire tout dérailler si tout le monde fait la même chose, surtout avec un plafond qui est stable pour plusieurs années et tout. Mais dis-moi qui, chez les Canadiens, a négocié à la baisse là, pour aider l'équipe? Là? Qui a eu cette grandeur d'âme? Carey Price? Il aurait dû avoir non, je ne dis pas que ça a été fait. Là. OK, mais Danault devrait le faire. Tu suggères que Danault devrait le faire? Non, mais écoute, s'il faut ça... tu te fais griller, mon Dieu, en même temps, ça en prend un là, qu'il faut qu'il le fasse. Là, ça commence. Là. Jeff Petrie a peut-être accepté un peu moins d'argent que s'il avait décidé d'aller sur le marché des joueurs dans un contexte normal, je pense qu'il serait allé chercher plus d'argent. Il y a à peine une augmentation de salaire par rapport à ce qu'il gagne en ce moment. Je pense qu'il aurait pu en toucher plus. Est-ce qu'il aurait pu toucher 7 millions sur le marché? Oui. Je suis sûr que oui, peut-être plus. Gallagher est bien payé, mais s'il avait... tellement été mal payé son contrat précédent. Si lui aussi avait tâté le marché des joueurs autonomes, qui sait, comme tu dis, ça en prend juste un. Je suis pas sûr que... Ça fait 3 ans de suite qu'il était un marqueur de 30 buts. Est-ce qu'il aurait pu gagner plus que 6,5, quoique c'est un bon contrat? Mais ces gars-là, récemment, ont volontairement décidé... Ils n'ont pas exagéré. Ouais. Sécurité financière, ils n'ont pas exagéré. Ils auraient peut-être pu en toucher un petit peu plus. Là, je te dis pas de ceux qui ont signé il y a 4 ans, le contexte était autre. Je dis pas que Danault, il faut qu'il gagne 4 millions puis qu'il se plie en deux. Là. C'est juste que, est-ce que... non, mais c'est vrai. Sauf que, est-ce qu'il y a un peu de ça là-dedans? Est-ce que Bergevin peut faire valoir ça? Je sais pas. Qu'est-ce qui est envisageable? Qu'est-ce qui a de l'allure? Parce que moi, je suis un peu d'accord avec Alex. Tu peux pas payer un joueur de centre qui va être ton 3e centre dans 2-3 ans, 6 millions par année, s'il marque 12 buts dans une année. Ça m'apparaît pas comme... Ça m'apparaît comme une mauvaise idée, non? Oui, bien écoute, ce sera un calcul que le Canadien aura à faire. Je pense pas que Danault va aller jusque dans les 6 millions, mais en termes de longueur de contrat, là, si on regarde, prenons comme base de discussion ce que le Canadien lui a offert.
durant l'entre-saison, 5 millions fois 6 ans. Je pense qu'il va aller chercher plus que ça sur le marché. Alors, est-ce que Marc Bergevin est prêt à donner plus? On verra, mais s'ils perdent Danault, on s'entend, ça va être... Ça va être critique. Ça va être très difficile pour le Canadien. Il n'y aura pas de finale de la Coupe Stanley l'an prochain. Pas juste d'un point de vue sportif, on s'entend, là. Il va rester peut-être un Québécois dans l'équipe. On ne sait pas si Drouin va revenir. Alors, Danault, il est assez armé à la table de négociation, mais c'est un joueur qui est estimé dans la Ligue nationale. C'est certain qu'il va trouver preneur. Et moi, il y a une chose qui me titille, c'est qu'il a tenu à... il l'a dit lui-même, qu'il a tenu à disputer cette dernière saison de contrat en étant au pied de la falaise. Alors, habituellement, quand tu fais ça, c'est parce que tu as l'intention de tester le marché et d'aller voir quelle est ta valeur ailleurs. Je trouve que c'est une belle base de contrat, 6 x 5. Dans le sens, après ça, on peut... Moi, j'irais 8 x 5. Les deux clans peuvent jouer autour de ça, mais si tu commences à la table avec 6 x 5 pour Philippe Danault, c'est quand même un bon point de départ. Là. Puis si ça finit à 8 x 5,5, d'accord, mais il y a quand même une bonne base. Un autre aspect concernant Philippe Danault aussi, c'est... Son caractère local. et bien sûr, ça a été... En plus de ça, c'est un gars que tu l'as déjà dit, Alex, puis Martin aussi, mais c'est vraiment... un chic type. Oui, puis ça paraît dans ses communications avec le bon peuple que nous sommes. Puis c'est certainement non négligeable, là, même si je pense pas que ça devrait faire partie là, des négociations de son prochain contrat. C'est certainement une donnée là, qui est réelle. Un cachet peut-être pour ses nombreuses présences à tellement hockey aussi. Oui, c'est ça. Non, mais s'il était membre de l'Union des artistes, là, tout ça, c'est paramétré. Là, il pourrait toucher un cachet. Mais blague à part, donnez-lui une commandite de pizza, bon sang, que ça aussi, ça va compenser. Mais il y a le fait qu'il pourrait, s'il reste, là, il pourrait se retrouver le seul Québécois, parce qu'on n'a pas parlé de Jonathan Drouin, mais il faut en parler. Évidemment, il a toute notre affection, puis on comprend que c'est une situation particulière, mais son contrat compte pour 5 millions et demi sur le plafond salarial. Puis, moi, je vous le disais avant qu'on enregistre, là, si vous regardez, vous allez faire un tour sur Cap Friendly, là, c'est comme un genre de 5 millions qui est déterminant là, dans ce qui est possible de faire pour le Canadien ou non. Puis quand je dis possible de faire, là, je parle de garder l'équipe qui a joué la finale de la Coupe Stanley. Là. Donc, je ne sais pas comment vous voulez aborder ça. Est-ce que, en même temps, moi, vous savez, je suis obsédé par les ailiers droits. Il y a eu combien d'alliés droits dans les... ça n'avait aucun sens. Il n'y avait aucun ailier gauche dans cette équipe-là. Il y avait 8 droitiers, 4 gauchers, incluant les joueurs de centre. Stahl et Danault étant des gauchers. Tu sais que dans l'équipe de l'Armée rouge... Oh, ouais, je vais me faire remettre à ma place, puis ça me tente. Dans l'équipe de l'Armée rouge, il n'y avait que des gauchers. Il y avait un seul droitier. Oui, mais ça, déjà, je suis plus à l'aise. Mais... C'est comme ça normal. Ils n'ont pas gagné non plus maintenant. Ils n'ont pas mis de Coupe Stanley, l'Armée rouge. Si t'es talentueux, c'est important. D'accord. Mais parlant de talent, le trio KLM, là, c'était-tu tous des gauchers, ça? Larionov gaucher, Makarov gaucher. Je pense qu'il y avait juste Fetisov qui était droitier. Non, Fetisov était gaucher aussi. Je te le dis. Oh, les gars, pas de chicane. On va tirer au poignet, mais la main gauche. Non, mais on parle de talent, on parle de gaucher, on parle de Jonathan Drouin, là. Je veux dire, c'est genre de joueur... ramener, non, mais c'est genre de... Quand on y pense, on parlait de Tatar tantôt, mais quand on pense au parcours du Canadien en finale qui a fait ça sans Jonathan Drouin, ça a un peu pas d'allure. Oui, je viens de le dire. C'est fou. Ça a un peu pas d'allure et son retour est souhaitable. Mais comment dire, que fait-on? Que fait-on avec... On en sait très peu. Là, mais s'il revient, puis tant mieux. Que fait-on? On l'accueille. On l'accueille chaleureusement. On lui donne une tape dans le dos, puis on espère qu'il se porte bien, puis qu'il soit en mesure de contribuer. Est-ce que c'est envisageable, ça? Parce que bon... Honnêtement, on le sait pas. Ouais. On cherche pas à le savoir non plus. Je pense que les journalistes qui sont affectés à la couverture ont décidé de respecter ça. Il y en a peut-être d'autres ailleurs qui essayent de fouiller. J'en ai aucune idée, là. Mais nous, on respecte ça. Alors... je le sais pas. Mais s'il revient, je pense que le Canadien doit lui donner une autre chance. Là. C'est un gars qui a eu des hauts et des bas avec l'équipe, mais qui a montré souvent des bons flashs, qui gagne tranquillement en constance dans son implication. Du moins, ça n'a pas nécessairement paru tant que ça. Il marquait pas beaucoup de buts. Mais pendant un bon bout de temps,
produisait quand même, il faisait produire. C'était le meilleur passeur de l'équipe. Il y avait un ratio de points par match qui n'était pas vilain, même s'il y avait très peu de buts, malheureusement. Et au niveau de son engagement, de son implication, Jonathan Drouin, c'est un gars qui a progressé là, dans les dernières années. On le voyait souvent un peu laxiste par moment avant. C'était de moins en moins le cas. Visiblement, il ne devait pas être bien non plus l'année dernière pour que ça finisse c'est comme ça. Parce que c'est pas du jour au lendemain, là, tu te lèves un matin et tu dis, exactement. Ouais. Alors, bon, si il arrive serein, la tête calme, là, et puis avec Dominique Ducharme, qui est évidemment son grand complice de toujours, qui est dans le meilleur contexte possible, qui a envie de poursuivre à Montréal, ça non plus, on ne le sait pas. Alors, ben oui, pourquoi pas? Je pense que le Canadien le garde à ce moment-là. Oui. Mais ça doit être... C'est super difficile à gérer pour Marc Bergevin. C'est sûr. C'est une situation humaine avant tout, plus qu'une situation sportive. Et on peut croire, on sait qu'il est parti pour des raisons personnelles, mais si tu quittes il faut pour qu'un joueur de hockey quitte son équipe comme ça dans le milieu d'une saison et ne revienne pas, il faut qu'il y ait quelque chose de majeur dans ta vie. On s'entend et on parlait tantôt des blessés là, qui essayaient par tous les moyens imaginables de revenir au jeu. Alex Killorn qui a eu une fracture du péroné avec une tige de métal, puis il a fait une tentative. Il a fait une tentative. Il a fait une période d'échauffement avant le quatrième match pour essayer de jouer. Donc, c'est une situation... probablement que son travail était relié à cette situation-là difficile. On verra. Mais si c'était relié, si le fait de jouer à Montréal créait une situation qui faisait en sorte qu'il était malheureux ou qu'il ne peut pas fonctionner normalement, il va falloir l'accommoder ça, c'est sûr. Puis le laisser partir ailleurs. C'est une situation humaine à régler. Et à ce moment-là, tu ne tiens même plus compte de quelle contrepartie tu as obtenue en retour ou quoi que ce soit. Il faut que tu penses à l'être humain et que tu lui permettes de retomber sur ses pieds et de retrouver un élan. Alors, c'est une situation vraiment pas facile pour Marc Bergevin. Si c'est effectivement ça la situation, est-ce que de le laisser libre, de ne pas le protéger en vue du repêchage d'expansion, ça peut être une option? Parce que, comme tu dis, Martin, rendu là, peut-être que la gestion des actifs, là, ça passe en deuxième. Ça peut être une option, mais ça ne sera pas la plus attrayante, je pense. Pour le Kraken. Es-tu sérieux? Ah ouais? Ben oui, écoute, Jake Allen en partant, ça dépend comment ils veulent construire leur équipe. Là. OK. Parce que Jake Allen est dans les rumeurs, ou enfin, c'est comme lui le front-runner pour être repêché par le Kraken. Ben, moi, il me semble que je regarde, d'abord, il y a des bons gardiens qui ne seront pas protégés, il va en avoir d'autres. Il y a des bons gardiens aussi qui sont joueurs autonomes. Je sais pas, moi, je suis pas convaincu de ça que c'est ce que le Canadien a de plus tentant pour une équipe d'expansion. Ben, ça va dépendre. Je ne sais pas si on est rendu là. On est rendu là. OK. Parce que c'est que vont-ils faire avec leurs défenseurs? Ouais. C'est la grande question. Ils sont obligés de protéger Jeff Petrie. De toute façon, on l'aurait fait. Après ça, il reste chez Weber, Chariot, Edmondson. Les 4 gros, comme on les a baptisés, qui ont joué sans arrêt comme s'ils étaient au parc, à la patinoire du parc, là, à toutes les deux présences. Et qui n'ont pas tant... Tu sais, je disais qu'il y a eu un manque de gaz, mais dans leur cas, c'est quand même... justement, considérant leur charge de travail... Chariot, c'est impressionnant. Weber aussi. C'est vraiment... Ouais. Alors, ça, c'est la grande inconnue, je pense, au moment où on se parle. Est-ce que... si le Canadien décide de protéger, Petrie, Weber, est-ce que ça va être Edmondson ou Chariot? Edmondson est un peu plus jeune, a plus de... Son contrat, il reste 3 ans, Chariot 1 an, alors on pourrait penser qu'il va avoir prévalence pour Edmondson à ce moment-là. Chariot pourrait être exposé. Il devient clairement un candidat intéressant. Ben moi, mis à part le fait qu'il y a seulement une année de contrat, là, c'est son seul défaut. Oui, sinon, ça devient clairement un candidat intéressant. On en parlait avec Martin, puis il y a aussi la possibilité que le CH laisse à découvert chez Weber. Est-ce que, pour protéger tout le monde, est-ce que le Kraken, à ce moment-là, les 3 autres... Le Kraken? Oui, on n'est pas habitué. Hein? Dis-le en anglais. Est-ce que Seattle... Je vais déjà appeler Seattle. Est-ce que Seattle, à ce moment-là, il y a quand même un danger à faire ça. Premièrement, tu t'exposes ton capitaine. Même si tu en as parlé avant, puis tu dis, regarde, ils ne te prendront pas. Là, tu restes à Montréal. C'est quand même un peu un affront, je trouve, d'un point de vue purement humain. Là. Et deuxièmement... Mais ça se gère. Là. Écoute, Weber, c'est pas un imbécile. Là. Il sait qu'il en reste moins. Il y a toujours le risque de le voir partir, à moins d'être entendu au préalable avec Seattle. Puis, à ce moment-là...
peut-être d'avoir donné un choix, un actif moindre ou quelconque, là, comme il y en a beaucoup qui ont fait dans le temps de Vegas, quand Vegas est arrivé dans la ligue. Ce que Bergevin n'avait pas fait, par contre. Ce qu'il n'avait pas fait, puis qu'il n'avait pas à faire à ce moment-là non plus. Il a perdu Emeline, puis un an après, il n'était plus... Non, je sais bien, mais en même temps, il a perdu Emeline une année où il n'y avait pas de temps de lousse à gauche. On peut dire que la seule affaire qu'il a relativement bien gérée cette année-là, c'était sa liste d'expansion, parce que pour le reste, ça a été un fiasco sur toute la ligne. Mais il y en a qui ont fait ça, négocier avec George McPhee, puis qui se sont fait joyeusement avoir. Pensez aux Panthers de la Floride, aux Blue Jackets de Columbus. Il y en a d'autres que j'oublie aussi. Alors, il y a un risque à faire ça. Mais ça serait une option de protéger les trois autres, de laisser Weber à découvert, puis peut-être de s'entendre avec Ron Francis, juste pour être certain que le capitaine ne sera pas... Martin, penses-tu que si Weber était laissé... D'abord, penses-tu que ça se fait? Ça se fait. Je pense que ça se fait. De la même façon que ça se faisait avec Byron durant la saison, de le placer au ballottage. Il comprenait très bien que c'était pas parce que l'équipe voulait se débarrasser de lui et qu'on le plaçait au ballottage parce qu'on allait on allait économiser de l'argent sur la masse salariale parce qu'il y avait un salaire un peu plus élevé que les jeunes. Et on savait qu'il n'allait pas être réclamé. Là. Les joueurs comprennent ça parfaitement. Et chez Weber, on s'entend avec le nombre d'années qui reste à son contrat, compte tenu de son âge et tout ça, le Kraken va avoir des meilleures options que ça dans l'alignement du Canadien. Et ça permettrait, c'est parce que le format du repêchage d'expansion complique la chose pour les défenses. Qui concerne les défenseurs, tu as le droit d'en protéger juste 3. Et ça aiderait beaucoup l'équipe de garder ses 4 défenseurs. Alors, moi, je pense que le capitaine... Si c'était bien expliqué que le capitaine pourrait en prendre une pour l'équipe. Et une fois rendu là, penses-tu que le Kraken sélectionnerait Weber? Non. Ben non, mais enfin... Si tu t'entends pas avec le Seattle avant? Tu t'en parles pas, là. Tu fais juste exposer Weber... Le Kraken... C'est parce que ça peut quand même être une belle façon de construire une nouvelle franchise, là, d'aller chercher un gars qui va être heureux là, qui retourne dans son coin de pays, qui est un leader encensé aux 4 coins de la Ligue nationale. C'est une culture d'entreprise. Puis en termes de salaire pur, c'est sûr qu'il fait mal au niveau de la masse, mais de salaire pur, c'est pas beaucoup d'argent à verser là, pour les 5 dernières années. Alors moi, je suis pas convaincu à ce moment-là que tu peux pas avoir une belle culture d'entreprise. T'amènes mon oncle chez... un gars qui va avoir 36 ans, qui va jouer jusqu'à... Son contrat est valide jusqu'à 40 ans, qui monopolise plus que 7 millions sur la masse salariale. Tu te dis... Moi, je suis sûr que le Kraken aborde cette aventure-là avec le regard de ce qui s'est passé à Vegas. Là, ils se disent, on va pouvoir construire une équipe très compétitive à court terme et... On veut avoir la possibilité de faire des ajouts et d'aller au maximum de la masse salariale. Chercher des actifs, de ne pas trop dépenser. Exactement. Pas de pas trop dépenser, mais d'avoir des joueurs sur lesquels tu vas pouvoir compter. Ce serait même astucieux pour le Canadien. Ça enlèverait peut-être... C'est peut-être cruel à dire, mais ça enlèverait peut-être même une épine du pied à la direction du Canadien de perdre... si Weber était pris et qu'on le rendait disponible. On ne veut pas le perdre tout de suite, mais dans 2 ans, on s'entend, on voit tous qu'il ralentit, là, que ce n'est pas, pas le même défenseur que c'était. Là. Alors, voilà. Bon, OK, je vous le demande en rafale. Quel joueur partira pour le Kraken, à votre avis? Jake Allen. Jake Allen, bon. Et les reverra-t-on l'année prochaine? Philippe Danault. Oui ou non? Oui. Martin? J'espère que oui, mais t'as peur? J'ai peur. Donc, non. T'as peur. Il a peur. Non. Yoel Armia. Ben non, il n'y a pas d'argent. Mais c'est pas pour ça, mais non. Non, mais il n'y a pas d'argent. Mais non, Martin? Il va trouver preneur aussi, plus que ce que le Canadien est prêt à payer. Bon, Thomas Tatar, je sais non. Non. Corey Perry? Oui. Corey Perry est de retour? Oui. J'ai beaucoup aimé son plaidoyer. Pro-Montréal. Pro-Montréal, ça semblait sincère. Dire, je veux jouer à Montréal, mais je veux vivre vraiment ce que c'est de jouer à Montréal. Pas en année de pandémie, je veux vivre Montréal. Je pense qu'il a trippé, Corey, malgré tout. Oui. Et là, évidemment, j'en appelle à votre intuition. Jonathan Drouin? Non. Intuition, Martin? Même chose. I have one more year on my contract and I will honor that.
bonjour l'enthousiasme. Évidemment, malheureusement, la clip est en anglais parce que c'est Eric Engels qui a posé la question. Fait qu'on ne pourra pas la commenter, je pense. Donc, on va enchaîner au prochain sujet. Alors, Pierre Maguire se joint... Non. Arrêtez tout! Pierre Maguire se joint dans un rôle de vice-président, un rôle qui n'existe pas ailleurs, là, vice-président du développement des joueurs, je pense, avec les sénateurs d'Ottawa. Mais avez-vous été... On l'a dit, je pense, avant d'enregistrer, puis on a essayé de le dire depuis qu'on enregistre, mais quel point de presse, quel bilan bizarre que le Canadien a fait, surtout le point de presse de Bergevin, où on n'a pas été capable de rien confirmer. C'était toujours, ben là, on vient de rentrer, on n'a pas eu le temps, je peux pas vous dire rien, on vient de rentrer. Et lorsqu'interrogé précisément par Engels en anglais, si tu as la chance de poursuivre comme directeur général, as-tu envie? Il a dit, il me reste 1 année à mon contrat et j'ai l'intention de l'honorer. Je vais laisser notre homme sagace répondre à ça. Ben, écoute, ça détonnait beaucoup. Je me souviens, il y a quelques saisons, le Canadien avait raté les séries par 2 ou 3 points. Vous vous souvenez, là, la course aux séries éliminatoires en fin de saison. 2019. Oui. Et Marc Bergevin était arrivé. L'équipe n'avait pas participé aux séries. La jeunesse, on a l'équipe la plus jeune de la Ligue, puis le meilleur est à venir. Puis je m'attendais à voir un brin d'optimisme et d'enthousiasme dans ce point de presse-là de sortie. Oui, défaite difficile à avaler en finale de la Coupe Stanley, mais quand même, personne ne voyait le Canadien là. Tu te dis, les jeunes qui ont vécu ça vont apprendre, ce qui s'est passé là va se transporter dans le temps. Il va y avoir des dividendes à ça. Et ça semblait d'un point de presse donné par un directeur général qui était au bout du rouleau et qui avait pas beaucoup d'énergie constructive en lui. J'ai été très surpris de ça. Pour sa déclaration concernant son contrat, il me reste 1 an, je vais l'honorer jusqu'au bout. Mais je lui souhaite que Jeff Molson lui dise à la fin de la saison prochaine, après la saison régulière, écoute, ton contrat achève. Puis on se reparlera à un moment donné. On se reparlera. Fini. Je vais finir. Je suis en train de refaire mon balcon, mais je vais finir ça, puis on se reparlera. Puis on se reparlera parce que, écoute, c'est comme ça que Marc négocie ou traite ses employés. C'est ce qu'il a fait cette année. La saison s'est terminée. Il n'y avait pas un entraîneur dans l'organisation qui avait un contrat valide pour la saison prochaine. Alors, si c'est ça la nouvelle éditoriale. Non, mais on va explorer ça parce qu'on va parler de Joël Bouchard, mais est-ce que j'aurais pu ajouter Marc Bergevin à mon petit jeu de rafale? Est-ce que Marc Bergevin va être là l'an prochain ou est-ce qu'il va être là... Oui, il va être là l'année prochaine, il l'a dit. Non, je sais, mais l'année d'après? Peut-être pas. Ouais. Peut-être pas, parce que moi, ça sonnait un peu comme un gars qui avait plus envie d'être là. C'est exact. C'est drôle que tu dises ça parce que c'est exactement comme ça que ça sonnait. Exact. Ouais. Ben, voilà. Et... écoutez, je ne sais plus qui lui a posé la question aussi à un moment donné, un préambule en disant, tu sais, c'est tough à Montréal. C'est Jean-François Chaumont, je pense. Chaumonneau, bon, puis là, après ça, Bergevin disait, ah oui, tu as remarqué tu ça? Puis là, il en mettait, je trouvais, puis tu sais, après ça, mais il n'y avait pas tant l'air de rire. Je l'ai revu il y a 2 secondes. Exact. Il y avait là, c'était comme pas tant de blagues. C'était comme... Ah oui, c'est comme, tough, t'es sérieux? Oui, c'est ça. Puis, exact, moi aussi, je l'ai perçu comme ça. C'est comme si, mettons, t'as un 3e enfant, puis quelqu'un te dit c'est de l'ouvrage, hein, puis là, tu dis, sans blague, épais. Ça sonnait comme ça un peu. Ouais, la pire décision de ma vie, c'est ça le sous-texte, dans le fond. Mais, évidemment, c'est une blague s'il y a des gens qui écoutent, qu'il ne faudrait pas qu'ils entendent ça. Non. Mais, chérie, évidemment, chérie, je dis ça pour lui. Où est-ce qu'on en était? Oui, donc c'est ça. Alors, ça c'était pas vraiment une joke, puis pas longtemps après, il enchaîne avec « il me reste 1 année, puis je vais me rendre au bout ». Moi, j'ai trouvé ça très, très bizarre. Puis on a parlé d'usure, on a parlé du temps qu'il a fait son œuvre. Bergevin a vieilli énormément sous nos yeux à la Barack Obama pendant ces 8 années à la présidence. Je pense que c'est quasiment pire. Mais entre nous, un président des États-Unis versus directeur gérant du Canadien, c'est sûr qu'il y a moins de pression. Il y a une des jobs qui est vraiment plus facile. Exact. Alors, mais moi, c'est la comparaison qui me venait en tête. Les traits tirés, fatigués, blanchis. Évidemment, il s'est passé 9 ans aussi, là, mais je pense que ça fait mal. Là. Puis tu travailles tout le temps. Le lendemain de l'élimination de son club en finale de la Coupe Stanley, il était déjà au bureau. Puis, alors peut-être qu'il a décidé, lui, que il avait fait une joke aussi sur la retraite, là, si jamais il gagnait avant le début de la finale. Moi, je ne serais pas si étonné que Marc Bergevin ait dit à Jeff Molson, écoute, je vais me rendre au bout de mon contrat, puis ce sera tout pour moi à Montréal après. Est-ce que vous pensez réellement que Molson n'est pas prêt à lui offrir présentement une prolongation de 3 ans, par exemple? Il me semble que c'est
Ça m'apparaît évident que si Bergevin voulait signer une prolongation, je serais très, très surpris que Molson décide de le laisser écouler, comme tu viens de le dire. Là, parce de le laisser écouler sa dernière année. Non, parce que ça se fait pas. Exact. Ça se fait peu dans ce milieu-là. Mais on va y venir, Martin. Ça signifie un divorce, généralement, quand ça se fait. Et donc, il y a ça. Deuxièmement, l'équipe vient de se rendre en finale de la Coupe Stanley. Alors, il y a toutes les raisons. Ça va passer très bien aux yeux de tout le monde s'il lui offre une prolongation de contrat. Puis, Molson a toujours aimé Bergevin. Hein. Il a toujours été très fidèle, puis il l'a toujours bien traité. Et pour cause, là. Et pour cause, oui. Alors pourquoi là, alors que son équipe vient d'atteindre la finale de la Coupe Stanley, puis il va probablement avoir beaucoup de facilité à vendre des billets en début de saison prochaine, quand le Centre Bell, espérons-le, risque d'être presque plein. Pourquoi là, il ne voudrait pas, puis il dirait on va te laisser rouler ta dernière année. Moi, je pense qu'il y avait probablement une prolongation de contrat sur la table et elle n'est pas signée au moment où on se parle. Donc, ça en dit long quand même. Donc, mais on ne voit jamais ça. Un directeur gérant qui sera en finale de la Coupe Stanley, l'année d'après, il écoule sa dernière année de son contrat, puis il s'en va. On ne voit jamais ça, un gars finir son contrat. T'sais, on ne voit jamais ça. Je veux dire, on voit juste il est congédié ou il est prolongé. Exact. Mais il faut en prendre et en laisser aussi avec la difficulté d'être directeur général à Montréal. Là, c'est facile nulle part d'être directeur général dans le sport professionnel. Puis je pense pas que Stan Bowman une randonnée facile à Chicago. Peu importe, à New York. Peut-être tanné d'être DG point. Là, je veux dire, peut-être pas pour prendre cette job-là en Arizona non plus. Je sais pas. Là. Ouais. Alors, tu sais, à New York, les gars se sont fait virer ça n'a pas été long. Le temps d'un coup de vent et merci, bonsoir. Ce sont des emplois extrêmement difficiles. Il faut être jeune, avoir beaucoup d'énergie pour faire ça. C'est presque une vie de rockstar sans... Comme Lou Lamoriello, dans le fond. Hein? Rockstar, Lou Lamoriello. Moi, c'est le seul jeune. C'est un genre de parrain, Lou Lamoriello. Mais en tout cas... Ouais, c'est vrai. C'est un métier qui est très exigeant, mais c'est pas vrai que si Marc Bergevin quittait Montréal pour aller diriger une autre équipe, ce serait de tout repos comme emploi. Là, c'est pas vrai. Alors, et on le protège énormément à Montréal. Il parle rarement aux médias, accorde très peu d'entrevues. C'est plus facile de parler à des directeurs généraux d'autres équipes de la Ligue nationale pour nous, de Montréal. Je l'ai dit, ça a toujours été comme ça, là, non? Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Ben, le DG du Canadien est toujours difficile moi, ce n'est que ça que j'ai connu, mais il y a eu d'autres époques avant ça. Là, c'est possible d'appeler Serge Savard le dimanche soir, c'est chez lui. Là. Mais à part ça, depuis, là. Mais d'après moi, André Savard était beaucoup plus... Les Savard, eux autres, ils étaient corrects. Non, c'est vrai, André Savard, il était à un appel... Ben oui, ça ne m'étonne pas. Il vient s'asseoir avec nous au salon... il venait s'asseoir avec nous au salon Jacques Beauchamp tout le temps, manger un morceau puis nous raconter des anecdotes très, très faciles d'approche. À la fin de l'année du Rocket, j'ai parlé à Joël, puis il me dit, j'ai dit, Joël, je veux te parler de ton extension. Puis il me dit, Marc, prends ton temps, il dit, finissez l'année en force, puis commencez les playoffs, puis on se parlera plus tard. Alors, il savait exactement qu'on était intéressé à lui. Alors, il n'y a pas personne qui n'a pas fait sa job. C'est juste que Joël a décidé d'aller dans une autre direction. Puis jamais on va retenir quelqu'un. Comme j'ai mentionné, il y avait un endroit, il y avait une job à Laval ou ici avec le Canadien de Montréal. Fait que vous pouvez en faire ce que vous en voulez, là, mais il n'y a aucune chose qui est allée de travail dans la situation de Joël Bouchard. On parlait du ton, on trouvait que c'était particulier. Et je pense que l'ambiance est particulière au sein de l'organisation parce que ça faisait des semaines ici qu'on s'en parlait. Tu t'en souviens, Alex, du sort de Joël Bouchard, par exemple, du fait qu'il y avait personne qui était sous contrat pour la saison prochaine. Quand le Canadien disputait son dernier match, il n'y avait aucun entraîneur qui avait un contrat valide pour la saison prochaine. Et c'est pas vrai que c'est une situation normale. Je parlais à des gens dans la Ligue qui ont des postes importants qui disaient « Voyons, c'est bizarroïde, ça n'a pas de bon sens. » Et c'est pas vrai que c'est parce que ton équipe est en séries éliminatoires que tu peux pas renouveler des contrats. Là, le Canadien a passé les deux dernières semaines à annoncer des signatures de contrats à des joueurs. Dans la Ligue américaine, tous les jours presque. Ouais. Alors, tu peux marcher de la gomme en même temps, puis renouveler des contrats, puis t'arranger pour que l'organisation fonctionne. Donc, il s'est passé quelque chose d'étrange chez le Canadien. Et le départ de Joël Bouchard a créé... C'est un exemple frappant de ça. C'est un exemple incroyable. C'est un exemple incroyable. Moi, je trouve que c'est une gaffe majeure qui démontre qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail dans cette organisation-là. C'est un poste clé. Là.
Parce que la version officielle, c'est qu'au 1er juillet, quand le contrat de Bouchard a expiré, Bergevin l'a appelé. Bouchard lui a dit non, prenez le temps de finir la saison, puis on se reparlera plus tard. Puis, non, c'était pas au 1er juillet, pardon, c'était avant, là, quand la saison du Rocket s'est terminée. Puis au 1er juillet, Bouchard est devenu était sans contrat. Puis, selon la version de Bouchard, l'organisation des Ducks a été très agressive, puis finalement, ce serait aussi simple que ça. Mais comme tu dis, Martin... Et Bergevin a dit Bouchard avait une offre pour renouveler son contrat avec le Rocket ou être l'adjoint à Dominique Ducharme. Mais un homme de cette importance-là, tu laisses pas ça arriver. Tu le laisses pas diriger son dernier match derrière le banc et dire écoute, on va se reparler éventuellement. C'est une insulte pour un coach d'écouler la dernière année de son contrat si tu performes bien. Et je pense que regardez la progression du Rocket au cours des 3 dernières années, la culture qui a été instaurée là, ce à quoi ressemblaient les joueurs qui étaient rappelés pour parer à des blessures en cours de saison. Ils avaient l'air des joueurs de hockey. Là, et à mon sens, le meilleur était à venir. C'est pas en 1 an ou 2 que tu développes un système qui fonctionne et qui va alimenter ton équipe de façon constante. Regardez ce qui s'est passé avec le Lightning là, qui a remporté la Coupe Stanley pour la 2e année de suite. C'était John Cooper qui dirigeait cette équipe-là auparavant, qui a fait gagner cette équipe-là, qui a amené un paquet de joueurs. Puis la roue ne cesse pas. Le but gagnant de la Coupe Stanley a été marqué par Ross Colton, un gars qui a été repêché il y a plusieurs années, qui a été développé là-bas. Al Murray, qui est leur head scout, le dépisteur en chef, a fait tout un travail aussi pour dénicher des joueurs. C'est une machine. À l'attaque, le seul choix de premier tour, c'est Steven Stamkos. Ouais. Alors de perdre un gars comme Joël Bouchard qui commençait à instaurer cette culture-là. Et qui était le contre-exemple de ce qu'on a vu sous le règne de Bergevin, c'est-à-dire que le club-école, ça semblait pas important. C'était ça. Là. Et là, Joël Bouchard arrive, là, c'est le contre-exemple. La prochaine embauche va nous en dire beaucoup là, sur où est-ce qu'il en est, Bergevin, par rapport à son opinion de son club-école et de l'importance qu'il accorde au développement de ses joueurs. Ben, il devrait y accorder toute une importance parce que... Ça devrait être la chose la plus importante parce après son plan de match... Non, mais ça devrait être... D'un point de vue philosophique, ça devrait être la chose la plus importante. Ouais. Son plan de match est basé là-dessus. Quand il a décidé de faire la fameuse réinitialisation en 2018, là, c'était repêchage, développement. Donc, l'ensemble de son œuvre puis de la fondation qu'il essaie de bâtir passe par le développement. Et avant Joël Bouchard, c'était catastrophique dans le club école du Canadien. Alors, c'est un dossier prioritaire, puis comme tu dis... Juste à finir là-dessus, mais est-ce que Bouchard est parti parce qu'il veut devenir coach dans la Ligue nationale? Il n'y a rien qui l'empêchait d'être entraîneur dans la Ligue nationale en étant l'entraîneur du Rocket. Est-ce que Benoît Groulx, il y a quelque chose qui l'empêche de rêver de coacher dans la Ligue nationale? Même si c'est Cooper qui est devant lui. C'est ça. Ouais. Alors, les gens disent « c'est normal qu'il soit parti, il va avoir plus de chance chez les Ducks. » C'est pas vrai. Tu laisses pas, ça n'existe pas dans le sport professionnel de laisser partir un employé clé comme ça, dans lequel tu as investi 3 ans en disant « va développer les jeunes de l'autre organisation. » Si les Ducks veulent avaient voulu l'avoir dans 2 ans ou dans 1 an et demi ou dans 6 mois comme entraîneur en chef, ils auraient simplement demandé la permission aux Canadiens de négocier avec lui, puis ils l'auraient embauché. Alors, le but, c'est d'avoir les meilleurs hommes possibles à toutes les positions dans l'organisation. Puis s'il y a une équipe qui veut recruter ton talent pour leur donner une promotion, tu les laisses partir, mais sinon, tu les gardes avec toi. C'est ça qui fait la force de ton organigramme. Ben ça y est, nous y sommes. C'est la conclusion de cette 3e saison de Tellement Hockey. On va être... c'est pas quand... On aurait aimé ça vous accompagner jusqu'à la fin de... Enfin, jusqu'à l'ouverture, quelques jours après l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Mais là, c'est les Jeux olympiques. Puis c'est ça. On va être... D'abord, on va vivre de nuit. On sera pas là. On sera pas là. On va être passablement occupés. C'est pas qu'on voulait pas, là. Puis on va se retrouver après, de toute façon, et on pourra revenir sur tout ce qui a changé, parce que vraisemblablement, il va y avoir bien des affaires qui vont avoir changé. Alors, pour une dernière fois cette saison, je vous offre mes remerciements et toute ma gratitude. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, et tu seras le gars dans la zone mixte au volleyball de plage et au volleyball également à Tokyo. On te souhaite un très bon périple. Ce sera des jeux particuliers. On espère que,
Il va y avoir moyen de s'amuser un peu. C'est ce qu'on te souhaite. On pense pas qu'il va y avoir moyen de en tout cas, vous n'avez pas le droit. Pendant les 14 premiers jours, en tout cas. Mais une prison dorée, mais une prison quand même. Mais bon, c'est ça. On souhaite que l'éclat de la dorure soit agréable. Et Martin Leclerc, notre journaliste, chroniqueur principal au service des sports, lui, justement, affecté à ces jeux dans leur ensemble. À ce qu'il veut. Martin, il fait ce qu'il veut. On va te souhaiter de bonnes histoires. J'espère. Chicane-toi pas là, avec la Fédération de boxe encore. Tu dois avoir un chauffeur privé limousine pour te mener un peu partout. T'en as pas, toi? C'est ça, je me disais. C'est ça, je me disais. T'es payé. Quoi? Il paye pour aller là-bas. Martin Leclerc, merci infiniment. Merci. Toujours un plaisir. Ça a été une saison bizarre, mais que ça a été agréable de vivre ça avec vous autres. Ça a été 2 saisons bizarres, une après l'autre. Ouais. Combien de saisons, finalement? Mais non, vraiment d'avoir pu vivre ça avec vous, ça a été un grand, grand privilège. Un gros merci à Guy Charbonneau qui était à la technique aujourd'hui et un merci tout spécial à la Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Puis je le disais, Jacques-Alexis et moi, on repart. On va vous en faire un tellement olympique à tous les jours. Alors, soyez là, partout où vous trouvez vos balados préférés. Sinon, bonne entre-saison. Puis on se retrouve quelque part en formule tellement hockey avec nos 2 panélistes à la fin du mois de septembre. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.